Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de presse aujourd'hui. Je vais commencer comme habituellement avec quelques points d'agenda. Pour vous indiquer que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, participera demain, vendredi 28 janvier, à une réunion autour du Premier ministre ayant pour objet restaurer l'autorité de l'État. Lundi 3 mars et mardi 4, le ministre participera à des débats parlementaires sur l'Ukraine à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Le vendredi 7 mars, il recevra son homologue sud-coréen, M. Cho, au Quai d'Orsay, à l'occasion du dialogue stratégique entre la France et la Corée du Sud. Le même jour, le ministre accueillera un événement sur la diplomatie féministe à la veille de la journée du 8 mars, qui est la journée internationale pour le droit des femmes. M. Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, accompagne aujourd'hui et demain le président de la République lors de sa visite d'État au Portugal. Jeudi 6 mars, il accompagnera à nouveau le président de la République à l'occasion d'un Conseil européen exceptionnel consacré à l'Ukraine et à la défense européenne. M. Laurent Saint-Martin accompagne également le président de la République lors de sa visite d'État au Portugal, à l'occasion duquel il ouvrira un forum économique avec son homologue portugais chargé de l'économie. Il se rendra à Londres lundi 3 mars pour des échanges avec les entreprises et la communauté française. Et le mardi 4, il ouvrira un événement à l'hôtel du ministre consacré à l'attractivité de la région Île-de-France pour les organisations internationales. Monsieur Thani Mohamed Sohaili, ministre délégué en charge du développement et des partenariats, se rendra à Genève le lundi 3 mars à l'occasion du 5e Forum des Nations Unies sur les océans, organisé par la CNUSED. Le 6 mars, il présidera la réunion du comité de suivi des engagements du sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts. Voilà quelques éléments, quelques propos préliminaires qui sont un peu longs aujourd'hui, mais la situation internationale l'exige. Pour vous dire que, d'abord, la France a appris ce matin, avec une immense tristesse, le décès de notre compatriote Oradia Alomi, après la restitution de sa dépouille par le Hamas aux autorités israéliennes. Elle adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille ainsi qu'à ses proches, avec une pensée particulière pour son fils Ethan, qui a été libéré en novembre 2023 après 51 jours de captivité. La France a perdu 50 des siens suite aux attaques terroristes du 7 octobre 2023. Et elle continuera d'agir sans relâche pour le retour de tous les otages et pour mettre fin à la spirale de souffrance déclenchée il y a 1 an et demi par la barbarie antisémite du Hamas. Et puisque j'évoque le destin tragique des otages à Gaza, je ne peux pas ne pas rappeler la détention inacceptable de Cécile Collère, Jacques Paris et Olivier Grondeau, nos 3 compatriotes otages d'État de la République islamique d'Iran. Nous continuons à appeler à leur libération immédiate. Et je tiens à rappeler ici la pleine mobilisation des autorités françaises pour y parvenir. L'actualité de ces derniers jours, s'agissant de l'Ukraine, du Proche-Orient et de la région des Grands Lacs, a donné lieu à de multiples séquences diplomatiques sur lesquelles je voudrais un peu revenir. Sur l'Ukraine d'abord, à l'occasion des 3 ans de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, le 24 février, le président de la République, accompagné du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu à Washington pour rencontrer le président américain, M. Trump. Ce déplacement a été l'occasion d'appeler à une paix juste et durable et pas un simple cessez-le-feu, et à des garanties de sécurité robustes et crédibles pour l'Ukraine. Le président de la République a rendu compte de ces échanges à ses homologues européens à son retour. Il se rendra à Londres ce dimanche pour poursuivre les échanges. Le ministre délégué Benjamin Haddad, de son côté, était à Kiev le 24 février avec divers chefs de gouvernement européens. Au même moment, le 24 février, à New York, l'Assemblée générale des Nations unies s'est exprimée de manière claire et à de larges majorités en faveur du soutien à l'Ukraine, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, au travers de 2 résolutions successives qui ont permis de réaffirmer notre attachement aux principes et à la primauté de la Charte des Nations unies et du droit international sur la force. La France a été à l'initiative avec ses partenaires européens pour obtenir ce résultat, pour lequel l'Ukraine nous a remerciés. Par ces résolutions, l'Assemblée générale
a réaffirmé la nécessité d'une paix juste, globale et durable pour l'Ukraine et pour le monde. Les 3 ans de la guerre d'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine ont été également à l'ordre du jour du Conseil Affaires étrangères qui s'est tenu lundi dernier à Bruxelles et qui a permis de renouveler le soutien européen aux forces armées ukrainiennes et d'adopter un 16e paquet de sanctions pour accroître la pression sur Moscou. Sur le Proche et le Moyen-Orient ensuite, et à l'occasion à nouveau du Conseil Affaires étrangères de lundi dernier, ça a été l'occasion pour la France et ses partenaires européens d'évoquer la Syrie, le Liban et la situation du conflit israélo-palestinien. Et s'agissant plus spécifiquement de la Syrie, la France a salué la levée de certaines sanctions dans le secteur bancaire, dans le secteur des transports, dans le secteur de l'énergie qui pesaient sur la Syrie. La reconstruction de la Syrie au bénéfice des Syriens et des Syriennes doit passer par une levée progressive de ces mesures, sous condition, bien sûr, et sur la base d'un principe de réversibilité en cas de non-respect de ces dernières. Cette décision s'inscrit dans la continuité des engagements pris par la France et ses partenaires arabes et européens dans le cadre de la conférence internationale de Paris pour la Syrie qui s'est tenue le 13 février dernier. Et enfin, dernier sujet sur lequel je voulais revenir, c'est le sujet des Grands Lacs. La haute représentante, Mme Kallas, a indiqué que le Conseil pour Affaires étrangères était parvenu à un accord politique pour l'adoption de nouvelles mesures restrictives ciblant les individus impliqués dans la déstabilisation de la RDC, dont des Rwandais. À ce titre, la France se félicite de l'adoption au Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 sur la situation en RDC. Et cette résolution porte un message clair. Les Nations Unies condamnent l'offensive du M23 qui doit cesser. Le Rwanda doit mettre fin au soutien au M23 et le Rwanda doit se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. À nouveau, il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo et nous soutenons les processus régionaux à l'œuvre pour ramener la paix. La France soutient donc pleinement l'adoption de nouvelles mesures restrictives européennes. Elles doivent encourager les parties à reprendre le dialogue et si la dégradation de la situation se poursuit, d'autres mesures européennes seront prises. La France est notamment favorable à la suspension rapide du MOU entre l'Union européenne et le Rwanda sur la coopération en matière de minerais critiques. Voilà, et puis je dois vous faire part de 2 déclarations, l'une sur la Syrie et l'autre sur l'anniversaire de l'assassinat de Boris Nemtsov. S'agissant de la conférence du dialogue national syrien qui s'est tenue en début de semaine, la France prend note positivement de la tenue à Damas les 24 et 25 février d'une conférence du dialogue national qui constitue un premier pas dans l'établissement d'une culture du dialogue entre tous les Syriens. La France relève l'annonce de la nomination à venir d'un conseil législatif représentatif, de l'adoption d'une prochaine déclaration constitutionnelle pour la période de transition et de la nomination d'un comité constitutionnel chargé de rédiger la future Constitution. La France rappelle son attachement aux principes énumérés dans la déclaration finale publiée à l'issue de la conférence de Paris du 13 février, respect des libertés fondamentales et des droits humains, participation effective des femmes dans tous les domaines, construction d'une citoyenneté fondée sur le rejet de toute forme de discrimination, mise en place d'une justice transitionnelle, promotion d'une coexistence pacifique entre toutes les composantes de la société syrienne et développement de la participation politique. La France appelle à ce que ce dialogue national se poursuive dans la durée et implique des représentants de l'ensemble des composantes de la société syrienne, sans exception. Elle rappelle son soutien à un processus de transition qui réponde pleinement à l'aspiration du peuple syrien à la liberté et à la dignité, et permettent de construire une Syrie libre, unie, souveraine et stable, inclusive et pleinement intégrée dans son environnement régional et à la communauté internationale. La France prendra toute sa part à la reconstruction de l'économie syrienne et rappelle en ce sens la décision prise le 24 février par les États membres de l'Union européenne de suspendre les sanctions pesant sur les secteurs économiques clés. La France réitère son attachement au principe de la déclaration conjointe publiée à l'issue de la conférence de Paris du 13 février dernier. Fin de citation. Et enfin, une dernière déclaration à l'occasion du 10e anniversaire de l'assassinat de Boris Nemtsov.
En ce 27 février, la France rend hommage à l'opposant Boris Nemtsov, brutalement assassiné en 2015 à proximité du Kremlin à Moscou. Son courage et son combat inlassable pour la démocratie et les libertés fondamentales, source d'inspiration pour de nombreux Russes et au-delà, résonnent plus que jamais alors que les répressions contre l'opposition, la société civile et les médias indépendants en Russie ne cessent de s'aggraver. 10 ans après sa disparition, les commanditaires de son assassinat n'ont toujours pas été identifiés. L'un de ses meurtriers a été gracié de ses 14 ans de prison en échange de son engagement à se battre au front et à participer à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. La France appelle de nouveau les autorités russes à faire toute la lumière sur ce crime odieux et à mettre un terme aux poursuites contre tous ceux qui défendent au prix de leur liberté et parfois de leur vie le droit à vivre dans une Russie démocratique, libre et pacifique. Fin de citation. Je vous remercie. Désolé d'avoir été un peu long et je suis dorénavant prêt à prendre vos questions. Bonjour, Sunniva Rose de National. J'ai une question sur le Liban et sur la Syrie. Suite à sa participation lundi à Bruxelles à la réunion du Conseil d'association entre l'UE et Israël, le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar a dit à un média israélien, Israel Hayom, que l'Union européenne avait ralenti la levée des sanctions européennes sur la Syrie. Pardon, que Israël avait ralenti le processus de levée des sanctions par l'UE sur la Syrie. Je vous le cite. Nous sommes là pour refléter la réalité. Il y a des organisations islamiques radicales là-bas, en Syrie. Notre vision réaliste du sujet a conduit les Européens à rendre le processus de levée des sanctions graduelles et réversibles. Avez-vous un commentaire à faire à ce sujet sur Israël qui dit qu'ils ont influencé la manière dont l'Union européenne a levé les sanctions sur la Syrie? Deuxième question. Aujourd'hui, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a dit qu'Israël a reçu le feu vert des États-Unis pour rester dans les zones tampons au Liban et en Syrie sans limite de temps. La France fait partie du comité de surveillance du cessez-le-feu au Liban. Est-ce que vous avez un commentaire sur le sujet et concernant le Liban, mais aussi la Syrie, au bout du bombardement hier israélien sur le sud de la Syrie? Merci. Merci beaucoup. Sur la première question, je laisse au ministre des Affaires étrangères israélien ces déclarations que je ne vais pas commenter. Encore une fois, le processus de décision des sanctions et donc de manière corollaire le processus de levée des sanctions est un processus qui, au niveau de l'Union européenne, se fait entre les ministres des 27 États membres. C'est ce qui s'est passé lundi. Il y a eu une discussion qui a eu lieu lors du Conseil Affaires étrangères et la décision a été prise par les 27 de lever certaines sanctions européennes qui pèsent sur la Syrie. Encore une fois, celles des sanctions qui entravent le développement, du moins le redémarrage de l'économie syrienne. Le secteur de l'énergie, les transactions bancaires, les transports, etc. Donc c'est une décision qui avait été annoncée en amont. Il y avait eu je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du Conseil Affaires étrangères de fin janvier, il y avait eu un accord politique. Ce qui s'est passé à Bruxelles lundi, c'est simplement la concrétisation de la décision. Donc, encore une fois, c'est un processus qui a été enclenché il y a quelques semaines et qui est un processus qui appartient pleinement et uniquement aux États membres de l'Union européenne. Et comme je vous le disais dans mes propos liminaires, et c'est ce qu'avait déclaré Mme Kallas fin janvier lors du premier Conseil Affaires étrangères, ces sanctions cette levée des sanctions est assortie d'une clause de réversibilité si les autorités syriennes devaient ne pas se conformer à un processus démocratique, inclusif et respectueux de l'ensemble des composantes de la société syrienne. Sur votre deuxième question, je pense que c'est un point sur lequel on a déjà, enfin, je me suis déjà exprimé, mais on a pris acte. Vous parliez bien du Liban. Du Liban et de la Syrie. Donc c'est les deux, votre question. Le feu vert américain pour qu'Israël reste au Liban et en Syrie, donc c'est les deux pays. Donc c'est Liban et Syrie. S'agissant du Liban, il y a eu un accord le 26 novembre dernier de cessez-le-feu qui a été signé entre Israël et le Liban et qui prévoit clairement le retrait des troupes israéliennes dans le sud du Liban. Ce retrait a été enclenché. C'était l'objet de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Cette première phase s'est achevée le 18 février. L'armée israélienne s'est retirée de l'ensemble du territoire libanais, à l'exception de 5 points
sur lequel elle a maintenu une présence. Donc, et ça, encore une fois, et c'est ce que j'avais eu l'occasion de dire la semaine dernière, la France appelle vraiment à la mise en œuvre de l'accord du cessez-le-feu dans son intégralité et dans sa totalité, ce qui signifie effectivement un retrait des forces israéliennes de tout le territoire libanais, y compris des 5 points sur lesquels il y a encore des troupes israéliennes. Sur la Syrie, la logique est une logique en fait d'intégrité territoriale et de souveraineté de la Syrie. On a toujours dit, et ce depuis depuis le mois de décembre, depuis la prise de pouvoir par les nouvelles autorités, que l'intégrité territoriale de la Syrie devait être préservée. Nous avons, je crois, publié plusieurs déclarations, notamment suite aux incursions de l'armée israélienne dans la zone tampon entre la Syrie et entre Israël, en indiquant que cette zone tampon fait l'objet d'un accord qui doit être respecté. Il y a une force des Nations Unies, la FNUOD, qui est présente sur place, et l'ensemble du droit international existant sur le sujet doit être respecté. Et donc, Israël doit se retirer de la zone de déconfliction à la frontière syrienne. Bonjour, Julien Daguerre, France 2, pour l'émission Complément d'enquête. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est actuellement sous le coup d'un mandat d'arrêt, la Cour pénale internationale, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Que se passe-t-il concrètement si, pour une raison ou pour une autre, le Premier ministre israélien se retrouve sur notre territoire ? Est-ce qu'il est immédiatement arrêté ou continue-t-il de bénéficier d'une immunité, comme l'avait déclaré la France au mois de novembre dernier ? Et une question plus générale, est-ce qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou est le bienvenu en France ? Merci. Alors, merci pour votre question. Je vais reprendre effectivement des éléments de novembre dernier, puisque les éléments que vous donnez sont incomplets. La position de la France là-dessus, elle est extrêmement claire. La France se conformera au droit international et en particulier au statut de Rome, qui est le statut constitutif de la Cour pénale internationale, donc la France est signataire. Ce statut prévoit, entre autres dispositions, 2 dispositions spécifiques qui, en l'espèce, s'appliquent. Une première disposition qui est une obligation de coopération avec la Cour pénale internationale. Ça, c'est la première des obligations. La seconde obligation, c'est un régime d'immunité qui sont prévus pour les chefs d'État en exercice des États non partis au statut de Rome, au statut de la Cour pénale internationale, ce qui est le cas d'Israël. Donc, encore une fois, quand on dit qu'on respecte le droit international, on respecte l'intégralité du droit international et il ne nous revient pas de faire du tri. Ce qui veut dire que, concrètement, pour répondre à votre question, la décision reviendra à l'autorité judiciaire. C'est à l'autorité judiciaire qui reviendra de décider, encore une fois, c'est une question de droit, donc c'est l'autorité judiciaire qui devra décider si, tant est que M. Netanyahou vienne ou d'autres personnes qui seraient sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, c'est à la justice qu'il revient de décider des choses à faire. Et c'est une question de droit, pour le coup, et la France se conformera pleinement à la décision que prendra la justice en toute indépendance. Est-ce que, de manière générale, Benjamin Netanyahou est le bienvenu en France ? Mais ça c'est une question. Après, c'est une autre question. Je ne crois pas que ce soit une occurrence qui existe pour le moment, mais encore une fois, sur la question du droit, la position est très claire. Mais simplement, on peut avoir aussi une position peut-être très claire sur le fait de savoir si, aujourd'hui, le Premier ministre israélien est le bienvenu ou non en France. La question est simple. On a rappelé, encore une fois, si vous reprenez la déclaration qu'on a sortie au mois de novembre dernier, on a rappelé ces principes-là et on a rappelé aussi les liens qui unissaient Israël à la France, qui sont des liens anciens avec des coopérations diverses et variées. Donc je vous renvoie à ce communiqué-là. Donc Benjamin Netanyahou est aujourd'hui le bienvenu en France. Je vous renvoie au communiqué. Bonjour. Le président américain a multiplié récemment ses critiques contre l'Europe. Il a annoncé hier que les produits européens seront taxés prochainement à 25%.
Et sur l'Ukraine, sur son adhésion à l'OTAN, il a dit « You can't forget about it ». Et sur les garanties de sécurité à l'Ukraine, il a dit que c'est à l'Europe, qui est son voisin immédiat, d'apporter ces garanties de sécurité. Nous n'allons pas apporter grand-chose en matière de garanties de sécurité, disait le président américain. Quelle est votre réaction à tout cela? Merci. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question et ça renvoie à des sujets extrêmement différents. C'est des sujets qui ont été abordés lors de l'entretien que le président de la République a eu avec Donald Trump lundi matin. Sur la question des garanties de sécurité, je vais prendre le dernier élément. Le président de la République l'a dit et le ministre l'a répété. En fait, l'idée en Ukraine, c'est d'avoir deux choses. C'est d'avoir d'abord une paix durable et stable, et pas un cessez-le-feu qui réouvrirait la porte à une reprise du conflit dans quelques années. Donc vraiment un plan de stabilité durable qui doit être associé, c'est le deuxième point, avec des garanties de sécurité afin que la guerre ne reprenne pas. Le président de la République, mais d'autres chefs d'État européens l'ont dit, c'est une question de sécurité européenne, donc une question sur le continent européen. Donc bien évidemment, l'Europe prendra toute sa part en termes de garantie de sécurité. Il y a des discussions qui ont déjà été engagées. Il y a eu la semaine dernière des rencontres dans différents formats à Paris et en visio, où justement ça a été au cœur des discussions. Donc les Européens seront prêts à faire face à leurs responsabilités en termes de garantie de sécurité une fois qu'il y aura un accord de paix qui sera défini. Mais encore une fois, cet accord de paix, et ça c'était aussi le message du président de la République, cette discussion pour l'accord de paix ne peut pas se faire sans les Ukrainiens et sans les Européens naturellement. Sur la question, sur les déclarations de Donald Trump hier sur la perspective d'une augmentation des droits de douane sur les produits européens, avec une augmentation qui pourrait être de 25%. Je vous renverrai en fait aux déclarations du président et aux déclarations du ministre et à toutes les déclarations qui ont eu lieu sur ce côté-là, à savoir que l'augmentation des tarifs douaniers n'est pas une bonne chose pour l'Europe, mais n'est pas une bonne chose pour les États-Unis non plus, et c'est un relèvement des droits qui irait à l'encontre des Américains. Le ministre, de toute façon, l'a redit, s'il devait y avoir une augmentation des droits de douane, l'Europe ne se laisserait pas faire et serait prêt à défendre ses intérêts économiques. Encore une fois, l'idée là-dedans, c'est de dire que personne n'a intérêt à une guerre commerciale et qui, en fait, serait préjudiciable aussi aux entreprises américaines, les entreprises américaines qui importent, mais aussi les entreprises américaines qui sont présentes sur le continent européen. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. C'est une déclaration de Donald Trump et il n'y a pas eu d'acte sur le sujet. Bonjour, Noémie Bisser du Wall Street Journal. J'avais une question sur l'Ukraine. Le ministre de la Défense a expliqué ce matin sur France Info que la France discutait depuis le mois d'octobre avec l'Ukraine pour l'exploitation de minerais ukrainiens pour son industrie de défense. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la teneur de ces discussions et puis comment un éventuel accord pourrait s'articuler avec l'accord que le président américain négocie aujourd'hui avec l'Ukraine? Alors, sur votre dernier point, je peux pas vous répondre puisque c'est une discussion qui a lieu visiblement entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, enfin en tout cas entre l'administration ukrainienne et l'administration américaine. Donc je peux pas vous répondre sur le contenu de l'accord qui n'est pas connu. Sur le deuxième point, on a des discussions extrêmement larges avec les Ukrainiens. Nous discutons de beaucoup de choses avec eux. Pour plus spécifiquement ce qui concerne en fait les déclarations du ministre Le Cornu, je vous renverrai plutôt vers lui pour avoir des détails sur le sens de sa phrase. Bonjour Monsieur Lemoine. N'est-ce pas contradictoire que la France insiste pour que l'Algérie rapatrie de l'Hexagone ses présumés délinquants, mais que d'autre part elle estime que ses ressortissants membres de Daesh en Syrie
doivent être jugés au plus près, je vous cite, au plus près d'où ont été commis les crimes, c'est-à-dire en Syrie. Merci. Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre des présumés criminels qui sont emprisonnés et des gens qui ont reçu une OQTF. Recevoir une OQTF, ce n'est pas un crime, c'est simplement une infraction à la législation sur le séjour des étrangers en France. Donc je ne crois pas que le parallèle fonctionne, et il fonctionne tellement pas que celui qui a commis le crime de Mulhouse le week-end dernier et qui était sous OQTF, pour le coup, va être jugé au plus près de ses crimes, et il sera donc jugé à Mulhouse. Guillaume Gérard pour l'AFP. Vraisemblablement, le maréchal Haftar a été reçu à l'Élysée hier par Emmanuel Macron. Quel était l'objet de cette rencontre et qu'attend la France du maréchal Haftar ? Merci, c'est bien d'évoquer la Libye parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Sur les détails, il a été reçu effectivement, mais sur les détails, je vous renverrai à l'Élysée. Simplement, ça a été l'occasion d'un contact, et pour redire que la France est engagée en Libye, engagée en faveur de l'unité du pays, de sa souveraineté et de sa stabilité. Et nous sommes en soutien constant à tout dialogue mené par les Libyens et pour les Libyens en vue de former un nouveau gouvernement unifié qui sera capable de mener le pays aux élections conformément à la demande du peuple libyen. Dans cette perspective, et je le signale parce qu'on a trop peu souvent l'occasion de le signer, mais nous sommes en plein soutien aussi avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Madame Anna Tété, qui a été nommée le mois dernier à la tête de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, et nous lui apporterons tout notre soutien dans l'accomplissement de son mandat. Donc, dans cette perspective-là, effectivement, on dialogue de manière régulière avec l'ensemble des parties libyennes, dont monsieur Haftar. Et encore une fois, le message qui est passé, c'est de les appeler à participer dans un esprit de responsabilité à la reprise du processus politique pour préserver le cessez-le-feu et pour s'engager en faveur de la réunification des institutions et des forces armées pour garantir la sécurité du pays et de la région. Encore une fois, il y a des choses importantes qui se jouent en Libye, et dans ce contexte, il est important de parler à l'ensemble des protagonistes. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, Une dernière question sur oui. le dernier rapport de l'AIEA qui s'alarme de la hausse de production d'uranium enrichi par l'Iran. Qu'est-ce que la France a à dire là-dessus ? Je pense que malheureusement, c'est la même chose que lors du dernier rapport de l'AIEA qui constatait cette même augmentation de la part des autorités iraniennes. Nous avons avec les Iraniens un dialogue suivi qui a encore eu lieu en début de semaine entre les directeurs politiques britanniques, allemands et français et les Iraniens. Nous avons un dialogue suivi pour que l'Iran s'engage sur la voie sur la voie diplomatique pour se conformer à ses obligations en matière de nucléaire. Évidemment, ce qu'indique le rapport de l'AIEA ne va pas dans le bon sens. Voilà, je vous remercie beaucoup. Oui. Oui. Je viens de lire attentivement le communiqué que vous aviez cité. Vous disiez, conformément à l'amitié historique qui lie la France à Israël, de démocratie attachée à l'état de droit et au respect d'une justice professionnelle et indépendante, la France entend continuer à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Netanyahou et les autres autorités israéliennes pour parvenir à la paix et à la sécurité pour tous au Moyen-Orient. Est-ce qu'aujourd'hui, à date, vous considérez que Benyamin Netanyahou fait tout pour participer de la sécurité et de la paix au Moyen-Orient ? Le communiqué parle de dialogue, et c'est un dialogue que nous avons avec eux. Je veux dire, le président de la République a souvent le Premier ministre israélien au téléphone. Le ministre s'entretient avec le MAE israélien. C'est un dialogue qui continue, oui, et on espère que nous irons sur la voie de la paix et de la sécurité au Proche-Orient. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que M. Netanyahou fait tout pour participer je ne peux pas faire des commentaires sur ce que fait ou ce que ne fait pas M. Netanyahou. Je vous dis simplement qu'il y a un dialogue qui est ouvert et qui existe,
et qui permet effectivement de discuter de l'ensemble de la situation régionale et plus spécifiquement des questions qui tiennent au territoire palestinien, et que la France espère qu'une issue favorable sera trouvée qui permette d'avoir la paix et la sécurité dans la région sur la base de la solution à 2 États. Enfin, tout ça, vous connaissez. Est-ce que la France considère aujourd'hui que tout cela va dans le bon sens ? La France considère qu'il y a un dialogue avec les autorités israéliennes, et le fait d'avoir un dialogue, c'est déjà une bonne chose, puisque ça permet d'exposer les différentes situations, les différentes difficultés. Ça permet d'avoir un dialogue avec les autorités israéliennes. Merci beaucoup. Merci à vous.